Rebonsoir chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver pour votre émission Zoom sur Compromis. Alors ce soir nous allons nous allons essayer d'analyser les réponses du président de la République, Mohamed El Ghazouani, lors de son entrevue passée avec la presse mauritanienne. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous deux invités de marque. Alors monsieur Harouna Traoré, qui est chargé de mission à la présidence de la République. Également avec nous ce soir monsieur Isselmo Salehi, journaliste habitué de notre plateau Zoom sur. Bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous pour cette émission. Alors, avant d'entrer dans les détails, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette interview du président de la République? Nous allons commencer par vous, monsieur Traoré. D'abord, avec votre émission, je peux d'abord remercier la télé d'avoir offert cette opportunité de revenir sur un discours, sur une interview dont l'importance est patente. Et donc, merci. C'est une question d'une portée fondamentale. Mais auparavant, je voudrais avoir exprimé une pensée pieuse pour nos frères palestiniens qui ploient depuis quelques semaines sous les bombardements israéliens, avec le cortège de morts, de massacres, j'allais dire, et qui sont vraiment des ajustements que le président de la République a pu qualifier avec les mots justes lors du sommet du Caire et puis plus récemment encore en Arabie Saoudite pendant le sommet qui s'est tenu sur la question de la Palestine. Et encore une fois, pour vous dire que le président de la République a donné le ton, aussi bien au Caire, lorsque certains États étaient encore hésitants, peut-être mus par des intérêts quelconques, mais qui étaient hésitants. C'est grâce à lui que les voies se sont libérées dans le sens d'exiger un cessez-le-feu et dans le sens également de condamner avec la plus grande fermeté les agissements de l'État hébreu en Palestine. Ce fut le cas également en Arabie Saoudite, où son discours a résonné comme véritablement le texte autour duquel, même le communiqué final, s'en est beaucoup inspiré. On sentait encore ce président visionnaire qui a, comme vous l'avez peut-être souvent entendu, d'ailleurs certainement souvent entendu, avec sa sagesse légendaire, visionnaire, et qui est capable, comme le disait Schuft, de voir les choses invisibles, c'est-à-dire de percevoir, d'anticiper. Donc il a pu, en Arabie Saoudite également, porter la voix de la Mauritanie, qui est celle de son peuple, et vous l'avez vu pendant tous ces jours-ci dans les rues de Nouakchott, dans les rues de l'ensemble du pays, que le président de la République est en phase avec son peuple sur cette question, avec le peuple arabe sur la question de la Palestine. Alors, cela dit, on va poser une question sur le discours lui-même, qui est un discours, plutôt sur l'interview, je vais toujours parler du discours, mais sur la portée de ce discours qui est... Excusez-moi. Hein. Donc, sur la portée de cette interview, qui est une interview vraiment qui annonce un ensemble de mesures pour les périodes à venir, mais qui aussi fait un bilan
à mi-parcours, un bilan, avant la fin de ces 4 années de gouvernance. C'est un bilan qui n'est pas exhaustif, sans aucun doute, mais qui donne une indication sur ce qu'on a pu voir, ce qui a pu se réaliser pendant ces quelques années, en dépit des défis et des autres pesanteurs qu'on a rencontrés pendant cette phase. Si vous voulez, on peut aller encore plus en profondeur. Bien entendu. J'aimerais revenir, avant de poser la même question à mon confrère, revenir un peu sur la portée justement de cette interview, surtout concernant l'économie. Le président a affirmé avoir trouvé le pays dans un certain état économique assez complexe, avec Covid-19, avec entre autres d'autres problèmes que le monde a pu rencontrer. Mais remettre l'économie sur les sentiers de la croissance à court et à moyen terme. Être beaucoup plus précis, développer un petit peu la réponse du président de la République et la vision que vous avez justement cette... Pour être juste, lorsqu'on établit un bilan, on établit une situation de référence à partir de laquelle on regarde, on observe, on analyse l'évolution et on arrive à une situation donnée, celle d'aujourd'hui. Donc le président de la République, en arrivant au pouvoir en 2019, effectivement, avait trouvé le pays dans une situation difficile. C'est un euphémisme. J'allais dire que c'était la banqueroute. Les caisses de l'État étaient vides. Au plan politique, la situation sociale, la situation sur tous les plans, j'allais dire, vraiment, c'était une sorte de déchéance multiforme. Les communautés étaient divisées. L'école avait foutu le camp, on n'avait plus d'école. Je crois que la plupart des écoles étaient vendues pour être remplacées par des marchés. Et en ce qui concerne la scène politique, vous avez vu les hommes politiques se regarder en chien de faïence. Les partis politiques étaient devenus finalement pratiquement des milices. On était au bord de l'affrontement. Et les particularismes se sont développés dans ce pays. Et vous avez vu aussi le niveau de pillage de notre économie. Donc, je pense que à travers cette expression du président de la République en disant que c'était une situation difficile, c'était un euphémisme. Le pays était pratiquement en faillite. Alors, de là, quand le président est arrivé, quelques mois après, vous avez vu, on a malheureusement eu cette pandémie de Covid-19 qui a plongé la société, le monde entier dans les abîmes d'une situation inextricable où toute l'économie était arrêtée du fait des mesures qui avaient été prises. Et face à cette situation, le président de la République a agi concomitamment sur 2 axes. D'abord, sur le plan social. Et prioritairement, il fallait faire en sorte que les populations, ses concitoyens, soient mis à l'abri de cette extrême précarité. Qu'ils soient soutenus, qu'ils soient accompagnés et qu'ils ne connaissent pas les affres de cette maladie, de cette pandémie. Et il fallait effectivement limiter le coup de boutoir de toute cette crise. Cela a été réussi par des mesures de soutien direct aux familles. Quelquefois, les factures ont été payées, des revenus ont été assurés pour une certaine population parce qu'il n'était plus possible de travailler. Les entreprises ont été soutenues. Donc, il y a eu une série de mesures dans le sens d'abord de soutenir les populations vulnérables. À cela, parallèlement à cela, et concomitamment d'ailleurs, il fallait aussi assainir l'économie. C'était un travail particulièrement difficile. Et le président de la République, par sa sagesse, par sa vision de ce pays et sa clairvoyance,
a réussi à faire traverser la Mauritanie cette période de trouble avec vraiment le minimum de pertes. Il y a eu des pertes que nous regrettons, mais c'était vraiment le minimum de pertes possibles. Et qui d'ailleurs, plusieurs pays, plusieurs institutions internationales ont reconnu la performance de la Mauritanie dans la gestion de cette crise et dans la riposte à la Covid-19. Juste un peu pour que Selmou puisse nous dire, oui. Monsieur Selmou puisse nous dire un petit peu sa vision aussi face à ça. Le président de la République a réussi quand même, selon Monsieur Traoré, à faire traverser le pays cette crise-là. Quelques mois juste après son élection, il y a eu Covid-19, il y a eu d'autres facteurs et tout. Comment vous voyez tout cela? Et par rapport à ça, la réponse du président de la République face à cette question-là, justement, de l'un de nos confrères concernant l'économie du pays? Voilà, merci Ndeye. Je profite de l'occasion d'abord pour rendre hommage, pour dénoncer premièrement la barbarie israélienne qui s'abat sur le peuple palestinien à Gaza, qui tue des bébés et des enfants. Je m'incline devant la mort des victimes innocentes, des milliers de victimes innocentes. C'est un nouveau palier dans l'horreur qui a été ouvert dans le monde. Et je suis content que la communauté internationale est devenue maintenant plus sensible sur le problème palestinien. D'abord, je voudrais dire deux mots d'abord sur l'interview de son Excellence le Président de la République. Il m'a semblé être une interview très riche. Une interview qui a abordé l'économie, qui a abordé des sujets très importants, la situation économique et financière, le gaz. C'est une interview aussi qui a abordé les problèmes de société, la loi sur les violences faites aux femmes et aux filles, l'avant-projet de loi, ce n'est pas encore un avant-projet. Elle a abordé aussi l'immigration des jeunes, elle a abordé également le problème de l'état civil. Elle a abordé aussi le problème de gouvernance, notamment en matière de lutte contre la gabegie. Et enfin, elle a abordé la politique. Quand on lit l'interview, on sait que le président est candidat à un second mandat. Donc elle a répondu à des questions fondamentales, des questions qui se posaient. Et, les réponses étaient très riches. C'est donné de la matière aux journalistes que nous sommes. Maintenant, au niveau de la gouvernance globale de son Excellence le Président de la République, on peut dire que le Président de la République n'a pas chômé un seul jour depuis son accession à l'indépendance et qu'il n'a pas non plus démérité. Déjà, en janvier 2001, il a lancé le programme prioritaire numéro 1, qui était un condensé des engagements du président de la République dans le cadre de son programme global de mes engagements et qui visait à renforcer le pouvoir d'achat des populations. C'est un programme qui était un programme national qui a touché un peu partout. Et, quelques mois juste après, parce qu'on était déjà en janvier 2020, quelques mois après, on était obligé, compte tenu du contexte mondial sanitaire de la Covid-19, on était obligé de concevoir un nouveau programme. C'était le programme de riposte à la Covid-19, qui était aussi un programme économique et social ambitieux et important. Et justement, quelques mois après aussi, quand la crise sanitaire a commencé à baisser, c'était le fameux programme de relance, c'est-à-dire le programme prioritaire élargi du président. C'est un programme qui est ambitieux, qui a rétabli les grands équilibres macroéconomiques, qui a réalisé de grandes réalisations au profit du peuple mauritanien, notamment des ponts de Nouakchott et notamment les grandes routes qui se dessinent maintenant un peu partout, avec la route Boutilimite-Alec, mais aussi avec la route Tidjikja-Sédibabi, et aussi avec la reprise totale du tronçon de la route de l'espoir à partir d'Ayoun, je suppose, à partir d'Ayoun. Donc, c'est un programme qui a eu des incidences sur le plan des infrastructures d'abord. C'est vrai, comme le disait mon frère Arona, le programme du président de la République a été essentiellement un programme social. Il a été un programme politique d'abord et un programme social. Un programme politique avec l'apaisement, avec une nouvelle vision de la pacification de l'espace politique et associatif. Mais aussi c'était un programme qui était essentiellement axé vers les couches vulnérables du peuple mauritanien d'une manière générale, avec les politiques de cash transfert qui ont été généralisées, avec l'assurance maladie, avec l'élargissement des filets sociaux. Donc d'une manière générale, c'est vrai, la situation, comme le disait Arona, était une situation dramatique, même sous certains auspices. Mais aujourd'hui, la tendance est inversée. Aujourd'hui,
nous étions en 2020 avec un taux de croissance négatif. C'était les conséquences du passé, mais aussi les conséquences du contexte mondial. Mais nous avons renoué avec la croissance. Et la croissance, c'est quand la production de biens et de services augmente dans une période déterminée. C'est vrai, le pays a une grande chance avec la recherche de l'or traditionnel. Ça a constitué un boom économique. Mais aussi, le pays a une année agricole particulièrement pluviale qui s'est répercutée sur la production agricole et sur l'élevage d'une manière générale. Et aussi, le climat. La décrispation du climat, la restauration de la confiance entre les acteurs politiques, une gestion plus mature des antagonismes locaux, des crispations, des tensions qui persistent et qui subsistent de temps en temps, ont permis de créer un climat apaisé qui est favorable à l'économie, qui est favorable au retour des investisseurs, parce que par rapport à 2019, les investissements directs étrangers ont triplé de 3. Nous avons aujourd'hui des investissements directs étrangers. C'est une norme qui est très importante, c'est un indicateur qui est très important de la confiance. Et puis, durant ces 4 dernières années, Nouakchott était tantôt la capitale de l'Afrique, avec des sommets avec les G5, avec l'OMVS, avec le SILS, avec l'Union africaine. Tantôt Nouakchott est aussi la capitale du monde arabe. On voit les dirigeants du monde arabe défiler ici. Et aussi, Nouakchott est une capitale mondiale parce qu'il y a eu des sommets de l'Union européenne qui ont été exercés ici. Selon vous, cela fait partie des indicateurs aujourd'hui qui prouvent qu'on est dans une croissance... Moi, je pense que positivement, je pense que sans chercher réellement à positiver, je pense que le climat est détendu. Il y a une attention très particulière aux couches vulnérables de la population. Il y a une recherche de l'apaisement et du consensus en lieu et place de la confrontation et de la stigmatisation qui régnait. Il y a aussi une volonté politique de sévir contre les dysfonctionnements habituels qu'on connaissait. Par exemple, au niveau de la lutte contre la gabegie, cela se fait sans publicité. Je sais qu'il y a des très hauts responsables qui étaient intouchables, qui ont soit remboursé de l'argent détourné, ou qui soit ont eu maille à partir avec la justice. Mais c'est fait sans tapage. Je me rappelle à une époque assez lointaine, certains services de contrôle lançaient des indiscrétions dans certaines rédactions, une façon de montrer que non, le tout se passe aujourd'hui d'une manière discrète, d'une manière responsable et d'une manière mature. Alors, cette interview, en tant que journaliste, comment vous la voyez? Pourquoi maintenant? Pourquoi justement maintenant l'interview du président de la République? Et aussi, quel est l'avantage aujourd'hui de cette interview? Comment cela s'est passé face aux journalistes, face aux réponses, les questions posées et les réponses également? Voilà, donc si j'ai un grief vis-à-vis de cette interview, c'est justement l'absence du genre. J'aurais voulu qu'un Ndeye, par exemple, soit parmi les journalistes. C'est ce que je reproche, j'ai l'habitude de parler comme je le pense. C'est vrai, cette interview, elle devrait intervenir. Pourquoi? Parce que nous, on s'est patienté. On s'est patienté au niveau de la presse locale. On voulait parler à notre président, surtout qu'on manifestait une certaine jalousie en le voyant parler à d'autres journaux. Donc, de toute façon, comme vous le savez, les médias, c'est une famille et il y a souvent des phénomènes de jalousie, tout ça. Donc, elle devrait intervenir. Elle a pris un format originel. Ce n'est pas le format du direct, le format des questions sensationnelles. C'est peut-être lié à un certain tempérament de maturité, un certain tempérament de maturité, d'équilibre. Nous, on voulait franchement que cette interview ait lieu, parce qu'on se disait tous que ce n'est pas possible que le président de la République parle au Figaro, parle à certains journaux et qu'il ne parle pas. Maintenant, au niveau du contenu, j'en ai parlé. C'était une interview qui était extrêmement riche dans le contenu. Elle n'est pas sensationnelle dans le format, mais elle est extrêmement riche dans le contenu, parce que le président a abordé énormément de sujets sensibles. Il a abordé, comme je vous l'ai dit, la situation économique et financière. Il a abordé les perspectives économiques avec le gaz, et il a parlé des échanges qui existent entre la Mauritanie et les géants du gaz, notamment BP et Cosmos. Il a parlé de certains échanges qui prouvent que voilà, donc les Mauritaniens sont plus exigeants, sont plus près du respect des obligations contractuelles de ces géants-là. Le président aussi a parlé des problèmes de société.
l'immigration des jeunes, en disant que bon, l'immigration c'est un phénomène. Tout le monde émigre, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré. Les compagnons du prophète à l'époque avaient émigré, donc l'immigration c'est normal. Et les Mauritaniens de toute façon sont un peuple de migrants. On est en Angola, on est au Gabon, on est au Sénégal, on est à Port-Boué, on est aux Émirats, on est aux États-Unis. C'est pas nouveau. Mais de temps en temps, il y a un Eldorado qui se crée et il y a l'affluence. Donc ça aussi, c'est pas parce qu'ici c'est l'enfer, ou c'est pas parce qu'ici c'est la guerre civile, ou c'est pas... Non. Les jeunes qui sont partis, j'ai essayé de faire une petite recherche sur ces jeunes-là. Les jeunes qui sont partis sont généralement des jeunes qui ont des PME. Et ils sont généralement issus des milieux aisés ou des milieux moyens. Donc ce n'est pas franchement une immigration. Ce sont des jeunes qui cherchent une autre perspective, qui cherchent un nouveau souffle. Donc le président a abordé ce sujet. Il a abordé le problème de l'état civil parce que d'aucuns disent que voilà, le registre des populations sera fermé au 31-12. Mais il a bien précisé que depuis 6 mois, il y a une campagne nationale pour faciliter l'enrôlement des Mauritaniens qui n'ont pas de papiers d'état civil. Il y a une campagne nationale dont le président de la République a ordonné le lancement dans le Conseil des ministres le 12 juillet 2023. Donc, il répond parce que l'état civil est une question sensible. Le président aussi a parlé de la lutte contre la gabégie, que c'est un phénomène qui se passe sans tapage, sans publicité, sans sensationnalisme et sans tape à l'œil. Et enfin, c'était très clair la réponse du président par rapport au second mandat. Donc c'était très clair. Nous reviendrons sur ces quelques sujets dans plus de détail tout à l'heure. Monsieur Traoré, pour rebondir un peu sur ce que Monsieur Selmou disait par rapport à cette interview, pourquoi maintenant, et les réponses données par le président de la République, et un petit peu la jalousie que je ressens également de qu'il n'y ait pas de genre et que je ne sois pas présente. Alors, la prochaine fois. Oui. Alors qu'est-ce que vous vous dites à cela? Bon, vous savez, l'agenda du président est un agenda qui est un peu au-dessus des contingences. Le président a jugé que c'était le moment et je pense que c'était opportun. On est bientôt à la veille de la célébration de notre fête nationale et d'une série de visites et d'inaugurations qui vont être opérées. Et effectivement, il y avait cette demande de la presse. Et donc, plusieurs paramètres ont permis de juger que c'était le moment pour le président de la République de s'adresser à ses concitoyens à travers la presse nationale. Le président de la République n'est pas très bavard. C'est un homme qui agit beaucoup, qui n'est pas dans le folklore, ni dans les gadgets. Non, il travaille. Et il sent le moment où le peuple a besoin qu'il interagisse et il le fait. En ce qui concerne la question du genre, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu de journalistes, mais la question elle-même du genre a été bien traitée. La question de la femme, l'importance que le président de la République, dans ses programmes, accorde à la promotion de la femme, son autonomisation, et y compris la question de la loi sur les violences faites aux femmes. Nous allions venir voilà. Donc, je veux dire que, en votre absence, en tout cas, nous avons été bien représentés. Vous avez été quelque part très bien représentés par vos confrères. Mais je pense aussi que le président réellement a une vision assez claire. Tout à l'heure, mon frère Selmou parlait de l'apaisement. L'apaisement, pour le président de la République, ne relève pas d'une stratégie. C'est une conviction profonde chez lui que les affaires publiques, les affaires de l'État, doivent être gérées avec la concertation. Donc cette stratégie, cette approche concertatoire est pour le président de la République véritablement une conviction, parce que partout dans le monde où on a promu la concertation, le dialogue, on a vu que ça se passe bien. Et lorsque ce n'est pas le cas, on a également vu comment les choses se sont passées. Ça, je pense que c'est la relève d'une culture assez profonde et d'une conception du respect qu'il a pour les opinions des autres, y compris lorsque ces opinions ne sont pas conformes à sa vision des choses. Il pense qu'il a besoin, et il est convaincu,
qu'il a besoin de la mobilisation de tous les Mauritaniens autour des projets fondateurs et de la grande ambition qu'il a pour notre pays. Nous avons la chance d'avoir ce président. Nous avons eu cette chance de l'avoir au moment où le pays traversait cette zone de turbulence de la du Covid-19, où le monde était plongé dans les abîmes confinatoires, où tout était arrêté. Si on n'avait pas un bon commandant de bord, un bon pilote comme il est, on aurait peut-être sombré d'une certaine manière. Donc il est très important dans des moments difficiles. Et le monde est en train de basculer dans l'incertain avec ces situations conflictuelles un peu partout, avec ces changements stratégiques, avec ces menaces liées au changement climatique, avec ces alliances qui se font de part et d'autre, y compris à nos portes. Il est très important dans ces moments difficiles d'avoir un bon président de la République, et nous l'avons. Donc, véritablement, je pense que nous devons tout faire pour le garder aussi longtemps que possible. Alors, ça dénote d'un deuxième mandat, on dirait. Alors, pourquoi, pour le projet de loi, justement, nous parlions de genre, et c'est bien que nous soyons, que nous étions bien représentés. Ça va te consoler. Voilà, justement. Le pourquoi le projet de loi, c'est un draft maintenant, c'est un projet qui a été retiré par le gouvernement en 2019. Et comment ce draft, disons, c'est un draft de projet maintenant, actuel, vise-t-il à protéger les femmes justement? Parce que les femmes quand même réclament leurs droits et c'est très très important pour ces femmes-là aujourd'hui que ce projet de loi soit vraiment acquis. Oui, c'est un projet de loi, enfin un avant-projet de loi, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et qui était en draft soumis, bien sûr, à la discussion. Et comme je le disais à l'instant, pour le président de la République, le dialogue est nécessaire à tout instant de la vie, à tout moment, avant que les décisions ne soient prises. Une fois qu'elles sont prises, évidemment, là, c'est une autre démarche qui est privilégiée. Alors maintenant, dans cette phase, président, et d'ailleurs, ce projet de loi, vous savez que la majorité, aujourd'hui, est capable de faire passer tout projet de loi. On a la majorité requise. Mais le souci de concertation, le souci d'adhésion de tous les Mauritaniens à un projet pour justement garantir que son application soit réellement effective, il fallait écouter tous les points de vue. Or, dans cette affaire particulièrement, la question qui a été soulevée, c'est celle de sa compatibilité avec les préceptes de la charia islamique. Et comme vous le savez, le président l'a bien explicité, aucune loi mauritanienne, aucune convention, aucun texte n'a jamais été approuvé avant que sa conformité avec la loi fondamentale qui impose cette conformité également avec la charia n'ait été vérifiée, validée. Et toutes les conventions, Selmou et moi avons souvent eu l'occasion dans le domaine des droits de l'homme d'avoir des discussions avec des organes des traités. Et à chaque fois, nous avons été fermes quant aux réserves que la Mauritanie formule lorsqu'il s'agit de questions liées à l'islam ou à la charia islamique. Maintenant, il n'y a pas de demi-mesure là-dessus et le président a été ferme. Je pense que c'est une question qui aurait dû, que tout le monde a dû comprendre dans sa démarche, parce que c'est quelqu'un de profondément enraciné dans les valeurs islamiques et qui a une parfaite connaissance de ce que représente justement ce patrimoine islamique que nous avons et dont nous sommes fiers et qui fait la fierté de toute la Mauritanie. Donc, il n'était pas envisageable qu'une loi ou qu'un texte quelconque puisse passer dans nos institutions en l'absence de sa parfaite conformité avec l'islam. Mais aujourd'hui, c'est une question. Mais cela étant, nonobstant tout cela, le souci constant d'avoir un texte qui protège davantage les femmes, les filles, est tout à fait d'actualité.
Ce que j'allais dire, c'est l'islam protège les femmes et les filles. Donc, qu'est-ce qui vraiment empêche ce projet de loi? Qu'est-ce qu'il faudrait justement? La question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait justement à ce projet de loi aujourd'hui d'aboutir pour qu'il aboutisse réellement chez nous? Allez-y, toi. Oui. Non, je pense que le dialogue sur la question ou les discussions sur le projet se poursuivent. C'est vrai que la médiatisation, à un moment donné, à outrance de certains aspects, peut-être même des gens qui n'avaient pas bien analysé les textes, ont donné l'impression que les textes s'écartaient un peu de cette orthodoxie, de ces règles. Or, il y a encore une marge de manœuvre. Les textes, les femmes y tiennent, beaucoup de femmes y tiennent. Il y en a quelques-unes qui pensent qu'il n'est pas conforme, mais beaucoup de femmes tiennent à ce poste. Toutes les organisations de promotion des droits de la femme y tiennent. L'organisation nationale, l'ONDDF, l'Observatoire plutôt, de défense des droits de la femme et des filles, est à cheval sur la question. Donc le processus continue. Voilà. Et si vous voulez, ce retour n'est pas un signe de faiblesse. C'est plutôt une façon de faire en sorte que tout le monde adhère à un texte, eu égard à son rôle, à son importance pour le président de la République. Il ne faudrait pas que ce texte soit un texte qui ne soit pas accepté. Il faut qu'il soit accepté par tout le monde et qu'il y ait un consensus autour de ce texte afin que sa mise en œuvre en tant que texte fondateur, en tant que texte fondamental, puisse se faire dans les meilleures conditions. En fait, mon ami Traoré, il a bien répondu. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Je dirais simplement que l'avant-projet de loi relatif à la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles, baptisé carrément en français Dignité, c'est un nouveau texte qui a d'abord été soumis aux instances religieuses, notamment le Haut Conseil de la Fatwa et de l'Cour gracieux, au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et à l'Association des oulémas de Mauritanie. La version qui a été soumise à la concertation et au dialogue, aux échanges de 19 et 20 septembre, était une version qui a déjà été revue par des autres autorités religieuses. Le problème ne se posait pas en termes de conformité avec la charia islamique ou non. Ce n'était pas là le problème. C'est vrai, il y a eu une instrumentalisation politique de la part de certains partis politiques sur l'anti-islamité de certaines dispositions, mais c'était juste de la politique. En fait, durant ces journées, il y a eu énormément d'observations qui avaient trait au contenu et qui avaient aussi trait à certaines dispositions. Par exemple, moi j'avais noté que il y avait eu des propositions d'amélioration et d'enrichissement des textes au niveau de la sémantique, au niveau aussi de l'architecture. Et les remarques les plus importantes étaient essentiellement relatives à la nécessité d'introduire des dispositions pénalisantes contre les violences conjugales, contre les violences économiques. Les mouvements féministes estiment que l'abandon de la Navarra, par exemple, est une violence économique vis-à-vis de la femme quand elle est divorcée. Il y avait aussi le rejet de certains concepts, parce que certains concepts devraient être, la définition devrait être beaucoup plus précise, notamment quand on parle de harcèlement. Donc il y avait aussi un problème sur la responsabilité du foyer. Je pense que c'est al-qawama en arabe, c'est-à-dire celui qui a la responsabilité au foyer. Et puis il y avait aussi des tiraillements au sujet du divorce. Voilà, donc, parce que vous savez, la charia, elle donne l'autorité. Et aussi, il y avait la nécessité de séparer entre le zina, qui est l'adultère, et le viol, qui est une opération de violence et de coercition. Donc, c'était un débat extrêmement intéressant. Comme le dit M. Traoré, le chargé de mission à la présidence, il y a beaucoup de femmes qui se battent aujourd'hui pour que cette loi passe. Mais aussi, il y a aussi une instrumentalisation politique. C'est déjà quand on introduit dans le dispositif juridique des concepts nouveaux comme le harcèlement culturellement, donc voilà, c'est un problème. C'est une définition vraiment très claire. Voilà, donc quand on intègre des trucs comme ça, donc il y a eu certains soucis. Et de toutes les façons,
dans un processus législatif où il y a une loi comme ça, qui est censée protéger les femmes et les filles et qui ont besoin de protection, nous aussi, compte tenu de nos engagements internationaux, M. Traoré a été longtemps à Genève, traité quotidiennement avec les organes de traité dont il a parlé tout à l'heure, nous sommes aussi tenus d'avoir, non pas seulement au nom de nos engagements internationaux, au nom du souci de protéger les femmes chez nous, qui ne sont pas n'importe qui. La femme chez nous, c'est la mère, c'est la grande-mère, c'est l'épouse, c'est la sœur, c'est la fille. Donc, déjà, elle était suffisamment protégée par les dispositifs qu'il y avait, mais ça, c'est un palier supplémentaire de protection. Donc, quand il y a eu ce tohu-bohu, tout ça, donc, qui, à mon avis, ne se justifiait pas pleinement, donc il a fallu que le président de la République remette la pendule à l'heure pour envoyer un message de fermeté, que la femme va être protégée, que la femme est au centre des priorités du programme Ta'ahoudati et de la politique du gouvernement de manière générale, mais aussi que la charia aussi est la source principale et unique du droit en Mauritanie, que la Constitution est claire là-dessus. L'islam est la religion du peuple et de l'État. Donc c'est très clair. Donc c'est tout à fait normal, le président l'a dit dans un conseil des ministres, que tout texte qui enfreint d'une manière quelconque de la charia islamique ne pourra pas être accepté par le gouvernement ni proposé par le gouvernement au Parlement. Donc voilà, donc on est dans ça. Ça ne veut pas dire que c'est retiré, cela veut dire que le texte est en train d'être affiné. Tous les textes sont passés par ça. Le code du statut personnel est passé par ça. À l'époque, dans les années 2003, il y a eu énormément de débats. Et même au Mali voisin, quand ils ont essayé de voter un code de statut personnel qui rejette la polygamie, vous savez, il y a eu pratiquement une révolution populaire. Donc, les trucs qui ont affaire au statut personnel sont très sensibles. Ça prend du temps. Ça prendra le temps qu'il faut et certainement on aura une loi. Puisque nous essayons un petit peu de brosser en quelque sorte toutes les réponses, nous restons sur la question du genre également. Et pour la consolidation justement de la participation politique des femmes et la mise en œuvre également pour les protéger contre les discriminations, puisque nous en parlons dans le milieu du travail, disons. On peut dire que chez nous, la femme, même sans l'État, elle est choyée, ça c'est une remarque. Mais aussi le législateur et les pouvoirs publics n'ont pas du tout démérité. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même si depuis 2019, quand même, il y a eu énormément de... Il y a eu la loi qui incriminant la discrimination, qui est une loi de protection de la femme. Il y a eu la loi sur l'assistance judiciaire. Il y a eu la création de l'Observatoire national pour vous voyez qu'il y a une plus forte femme, participation aujourd'hui et il y a femmes. eu aussi, le Parlement, apparemment, le nombre de femmes aujourd'hui au Parlement, je crois que ça a dépassé les 20 qui étaient fixés par le quota. Il y a eu tout récemment, dans le code électoral, il y a eu un amendement qui introduit la liste des femmes et la liste paritaire et les incitations financières pour les partis politiques qui présentent des femmes. Donc il y a énormément tout un dispositif. Il y a aussi des politiques, c'est-à-dire des politiques d'autonomisation, d'autonomisation financière de la femme qui sont mises en œuvre à travers des financements d'activités pour les femmes, à travers des actions spécifiques pour les femmes. D'une manière générale, la femme est au centre d'intérêt de la politique du gouvernement et de la société aussi d'une manière générale. Cela ne veut pas dire que tout est fait, parce que nous, on n'est pas des Occidentaux. On ne peut pas avoir ce qu'on voit de l'objectif de la parité. Voilà, donc, oui, mais quand même beaucoup de droits et beaucoup d'attentes des femmes aujourd'hui, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit pour les dernières élections, que ce soit aussi au milieu du travail et aussi dans le milieu social aujourd'hui. Comment le gouvernement tente-t-il justement de répondre justement aux besoins de ces femmes-là aujourd'hui, des femmes mauritaniennes? Non, je pense que mon frère Isselmou a été assez complet sur cette question, mais de manière globale, c'est que la femme bénéficie d'une attention particulière dans tous les programmes de développement. Et la femme et la jeunesse, ce sont deux volets prioritaires dans l'ensemble des actions actuellement du gouvernement sur le plan social, sur le plan de l'autonomisation, sur le plan de la promotion des différentes... la promotion, même y compris la promotion professionnelle. Et à cet égard, je pense que la création de l'ONDF,
qui est donc Observatoire. cet observatoire qui est chargé de la promotion des droits de la femme, enfin, des droits de l'homme, des droits de la femme et de la fille, et c'est un signal très fort. Ouais. C'est un signal très fort. Donc, comme je le disais depuis le début, il faut toujours avoir une situation de référence. Qu'est-ce qu'on avait avant et qu'est-ce qu'on a après. Et naturellement, cette organisation est encore à ses débuts, cet observatoire, mais qui a sillonné le pays, discuté avec les femmes pour s'enquérir de leurs nouvelles, demander leur adhésion, la campagne de sensibilisation. Donc, il y a un travail qui se fait, mais qui se fait en profondeur. Et vous savez, les réformes, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles sont économiques, elles prennent du temps. Lorsqu'elles sont sociales, elles prennent encore davantage de temps. Parce que ça touche aux mentalités, ça touche parfois, pour promouvoir les droits des femmes, il faut aussi l'expliquer aux hommes, quelquefois. Il faut naturellement mettre les femmes elles-mêmes au courant des démarches ou des possibilités qu'offre la nouvelle situation, mais en même temps, il faudrait aussi que les hommes le sachent. Donc, c'est un effort continu qui a une dimension pédagogique, mais qui a aussi ce besoin d'engagement de part et d'autre de tous. Donc c'est ça. Et je voudrais dire que, pour justement montrer que aucune catégorie n'est oubliée, les femmes, les jeunes sont aussi au cœur du programme du président de la République. Et tout à l'heure, Isselmou parlait de l'immigration, oui. Mais si vous avez vu, depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République a reformé le Haut Conseil à l'époque de la jeunesse, le Conseil supérieur de la jeunesse. Alors, pour en faire un conseil national, mais avec un contenu pratique qui consiste à faire en sorte que les jeunes deviennent eux-mêmes maîtres de leur destin, qu'ils puissent prendre part à toutes les politiques publiques qui les concernent. Ouais. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ce qui est prévu dans la vision que le président de la République à l'époque avait déclinée, c'est que les jeunes soient représentés dans toutes les institutions, les jeunes filles et garçons soient représentés à toutes les institutions où on discute des politiques des jeunes. Que ce soit des fonds, qu'il y ait des jeunes dans l'administration des fonds, qu'il s'agisse des politiques autres, culturelles, il faut que les jeunes y soient représentés. Et un autre volet, c'est quoi? C'est la diaspora, dont il n'a pas parlé dans cette interview, mais en direction de laquelle des réalisations extrêmement importantes ont été portées. Vous savez, la question de la révision du code de la nationalité. De la double nationalité. Ouais, voilà. Mais c'était une revendication. Une revendication. D'abord, c'était un problème depuis de longues années. Et quand lui il est arrivé, vous savez, à l'époque, quand un Mauritanien établi à l'étranger, il lui arrivait dans son parcours d'être amené à prendre une nationalité étrangère, il était à la limite ostracisé. On se disait, ben, il voilà. Même de perdre sa nationalité. D'abord, il perdait automatiquement sa nationalité du point de vue légal, mais quand il venait au pays, il fallait les visas, il y avait des formalités extrêmement lourdes et des procédures extrêmement difficiles à remplir. Et quand ils ont des familles nombreuses, ça devient aussi un coût extrêmement élevé. Donc, les pouvoirs précédents considéraient que les Mauritaniens et l'étranger devaient être punis, en quelque sorte. Et le président Mohamed El Cheikh Al-Khazouani, son Excellence, a considéré que les Mauritaniens de la diaspora sont une chance pour la Mauritanie et qu'il fallait leur offrir la possibilité d'exercer pleinement leurs droits, de tous leurs droits socio-économiques, des droits politiques, et leur pleine participation, assurer leur pleine participation au développement du pays, sur tous les plans. Et non seulement il a fait ça, donc on a modifié le code de la nationalité en faveur de l'introduction de cette notion de double nationalité, ou multiple, et il a aussi créé un département ministériel, enfin, il a redonné au ministère des Affaires étrangères une nouvelle image, parce que le titre du ministère des Affaires étrangères, désormais, c'est le ministère des Affaires étrangères et des Mauritaniens de l'extérieur. C'est ajouté la nomination récente d'un ministre délégué en charge des Mauritaniens de l'extérieur. Cela montre toute l'importance qu'il attache à la participation des Mauritaniens de l'étranger. Je crois qu'il y a un forum aussi
qui est envisagé, le Forum de Mauritanie à l'étranger, qui est programmé et qui aura lieu très bientôt et qui permettra aussi aux Mauritaniens de venir ici, de l'étranger, les ressources humaines de qualité que nous avons parmi eux, qui viendront s'exprimer, donner leur point de vue quant à la manière dont ils souhaiteraient participer au développement de ce pays. Donc, oui, voilà. Pour revenir un peu sur les jeunes et les opportunités d'emploi offertes aujourd'hui et plein de secteurs et des politiques aujourd'hui qui englobent un petit peu le secteur de la jeunesse et leur emploi et leur intégration chez eux. Comment aujourd'hui contenir cette hémorragie pour reprendre un petit peu le terme de l'un de mes collègues, de mes confrères, contenir cette hémorragie, comme il disait, pour que nos jeunes ne s'enfuient pas en quelque sorte. Et pour aussi les ramener et les accords. C'est pas c'est juste une ruée. C'est juste quand même compliqué. 8500 personnes, c'est quand même un petit peu. Ça nous vide un petit peu. C'est juste une ruée. D'abord, c'est vrai qu'on a donc un nombre important de jeunes qui sont partis, mais qui, je suis sûr, reviendront avec des expériences nouvelles pour faire face à la situation très prochaine qui sera celle de la Mauritanie. Lorsqu'on commencera l'exploitation du gaz et d'autres ressources stratégiques dont dispose le pays. Et c'est pourquoi le ministère du pétrole, de l'énergie et du pétrole, des mines de l'énergie et du pétrole, s'est engagé dans la définition d'une stratégie de développement du contenu local par rapport à tout ce qui pourrait être fait autour des entreprises nationales et pour promouvoir leur intérêt, pour défendre leur intérêt dans ce processus, que leur part dans ce qui va se faire en termes d'investissement, en termes de marché, en termes de réalisation, que leur part soit accrue. Et de ce fait, bien sûr, on aura une création d'emplois, un nouvel élan économique, un nouveau dynamisme qui va encore attirer davantage. Et la question migratoire, comme l'a bien expliqué Selmou, elle doit être revue, elle doit être analysée du double point de vue. D'abord, de cette propension des Mauritaniens à migrer. Moi-même, j'ai vécu très longtemps à l'étranger. Trop longtemps. Donc, je sais combien c'est important pour les Mauritaniens parfois d'être à l'étranger. Mais généralement, c'est pour s'enrichir de nouvelles expériences. Quelquefois. Il arrive que d'autres s'établissent, mais quand eux s'établissent pour longtemps, peut-être que leurs progénitures ont tendance à revenir en Mauritanie encore pour le faire. Et je pense que c'est une chance, comme le président l'a déjà souvent dit, il l'a dit à chaque fois que l'occasion se présentait, il dit pour moi la diaspora est une chance. Au lieu de leur fermer les portes, leur mettre des visas, faites-les venir. Alors, ceux qui sont partis récemment, je pense qu'à la faveur de ces programmes sociaux, d'ailleurs, le président a annoncé le lancement de nouveaux programmes pour les jeunes. Il a aussi lancé un appel aux jeunes pour intervenir dans des secteurs productifs qui, culturellement autrefois, étaient considérés comme des domaines peut-être qui n'étaient pas très de prestige. Mais aujourd'hui, à partir de l'agriculture, avec la pêche, avec toutes les ressources, l'élevage, on bâtit des entreprises modernes qui arrivent à contribuer pour une part importante à la formation du produit intérieur brut. Ça, les entreprises agricoles existent aux États-Unis d'Amérique et d'ailleurs, elles jouent un rôle important dans la croissance. L'élevage existe bien en Europe, un peu partout. Donc, on peut bien mettre en place un dispositif de cette nature en Mauritanie pour promouvoir ces économies. Et ça, c'est très important de le souligner parce que ça aussi, ça répond à une des priorités du président de la République qui concourt à la réalisation de notre souveraineté alimentaire. Vous savez, oui, parce que depuis que le président est arrivé en filigrane, on voit ce souci. C'est-à-dire aux Mauritaniens, et d'ailleurs, ce qui a accéléré tout cela, il l'avait déjà dans son programme, il avait dit, dès son arrivée, il avait rebaptisé le ministère des Affaires économiques et des secteurs productifs. Il avait dit qu'il fallait accorder une priorité à l'élevage, à l'agriculture, à la pêche. Mais lorsqu'il y a eu, on a connu le Covid, on a vu combien on était dépendant de quelques perturbations qui se passent à des milliers de kilomètres. Lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, on a vu combien on était vulnérable à ce qui se passe à plus de 6 000 km de nous, 7 000 km de la Mauritanie, que cela n'était pas concevable. Alors que nous avons
tout le potentiel qu'il faut pour développer notre agriculture, pour développer l'élevage, et qu'on ne soit pas dans... Aujourd'hui, je crois qu'on a atteint, par rapport au riz, par exemple, 80% d'autosuffisance. Et ça, c'est en quelques années. Ça s'est fait en quelques années. C'est pour le riz. Autrement dit, ce que nous avons fait dans ces 4 dernières années, nous ne l'avons pas réussi depuis notre indépendance. On a des problèmes. Imaginez ce bond qu'on a fait. Donc, je suis persuadé que si le président, au sortir de son deuxième mandat, la situation va radicalement changer. Et je voudrais aussi très rapidement parler des réalisations qui ne se limitent pas simplement à ce que nous voyons nous ici en Nouakchott. C'est des réalisations qui s'étendent un peu partout. C'est dans toutes les régions. Moi, j'ai été à Sélibabi avec le président de la République en 2019. Il venait de prendre le pouvoir. J'ai été avec lui et j'ai vu la situation. Sélibabi, c'est ma ville. J'ai vu la situation de la ville. Elle était vraiment très difficile. On est reparti une année après, toujours avec le président de la République, mais en une année, la ville avait complètement changé. Le visage, était vraiment nouveau. Et les gens que j'ai rencontrés disaient, mais écoutez, votre président, ce qu'il nous a apporté, ce qu'il nous a fait, en une année, nous ne l'avons jamais connu depuis l'indépendance. Alors ce président-là, on y tient et on tient à ce président. Surtout qu'avec avec son arrivée, il y avait eu des inondations monstres. Oui, c'était justement... Juste après, il y a eu le grand hôpital de régional. Il a pratiquement lancé un plan Marshall pour... Le conseil régional. Il y a eu aussi une cité. Et tout le Guinimara est concerné par ces programmes, différents programmes. Il y a l'adduction d'eau qui va régler un gros problème. De manque d'eau. Alors diriez-vous aujourd'hui, M. Selmou, que ces politiques et que ces opportunités mises en place aujourd'hui vont servir peut-être de retenir un petit peu nos jeunes chez nous, ou il faudrait en faire davantage? Peut-être que cela ne répond pas vraiment à leurs besoins ou ce qu'ils souhaiteraient ou leurs envies peut-être? Je crois que le président de la République, dans l'interview, il a tracé une voie avec la possibilité de retenir ces jeunes avec des mécanismes de financement adéquats et avec des formations adéquates, en désignant des secteurs qui sont potentiellement pourvoyeurs d'emplois, notamment la pêche, notamment l'agriculture et l'élevage. Et le président de la République a décliné sa vision, c'est-à-dire en accompagnant financièrement ces jeunes avec des trucs adaptés, avec des financements adaptés, en développant des outils d'accompagnement, ces jeunes peuvent rester ici. C'est une nouvelle approche parce que surtout pour l'élevage et pour la pêche. Je me rappelle très bien qu'il y avait les diplômés chômeurs qui étaient dans... Et ça a marché, les diplômés chômeurs qui étaient versés dans la filière des écoles. Aujourd'hui, M. Harouna a parlé tout de suite d'un taux qui dépasse d'ailleurs les 80%. Aujourd'hui, le riz, on n'a plus de problème. Le riz, aujourd'hui, le pays est pratiquement sur la voie de l'autosuffisance. On a des problèmes dans les céréales et dans les légumes. Vous vous rappelez, en 2019, en 2020, quand les camions marocains ont été bloqués à Guerguerat, voilà, le kilo de tomates est passé. Tout récemment, il y avait eu un problème avec les oignons, parce qu'il y avait un bateau. Et ce n'est pas normal que nous ayons la chamama, ce n'est pas normal que nous ayons de l'eau en abondance. Et une jeunesse qui se dit désœuvrée, qui se dit sans perspective et connaît des problèmes de tomates. Moi, je pense que le président de la République a adressé cette fois-ci des pistes. Je suis sûr que des outils suivront, je suis sûr que des politiques, des mécanismes suivront pour financer l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'élevage notamment, parce que les jeunes sont déjà présents dans la filière lusicole, même si les jeunes ne sont pas du tout présents dans les cultures pluviales, les cultures de décrets, les cultures sous barrage. Ça aussi, c'est un créneau qui est complètement délaissé. Aujourd'hui, l'agriculture sous pluie, à part dans les communautés qui sont traditionnellement agricoles, comme les communautés de M. Traoré, ça fait partie de l'identité. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, la culture pluviale est abandonnée. Les jeunes préfèrent aujourd'hui avoir un tuk-tuk ou à vendre du crédit que de rester, parce que quand vous faites un tour dans certains champs, vous ne voyez que les vieux. Et puis les vieux, donc ça c'est un problème aussi à régler, c'est un créneau pour les jeunes. Oui. Et aussi, il ne suffit pas de faire des politiques et des financements. Moi je crois qu'il y a un travail de mentalité, un travail de changement de comportement. De sensibilisation, de communication. Des jeunes. Parce que c'est pas normal que tu refuses de faire le plongeur dans ton pays et que tu ailles le faire ailleurs. C'est pas normal.
Donc, il y a beaucoup de jeunes qui quittent ici. Voilà, donc, il y a un travail de sensibilisation, comme l'a dit Ndeye, pour amener les jeunes à changer de comportement, à accepter de travailler dans leur pays. Mais Parce que, un changement de mentalité au niveau de la société également, au niveau qui des voit mieux une personne qui fait la plonge à l'extérieur que chez lui, ici en Mauritanie. C'est un grand problème, ça aussi, c'est une question de mentalité. Je vous dis par exemple, voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je vous dis que j'ai l'impression, parce que bon, voilà, nous, les journalistes, on est parfois attentifs à des détails qui peuvent ne pas être intéressants. Je vous dis que par exemple, avec la mauritanisation de la pêche artisanale, je crois que ça a débuté fin 2017, 2018, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement, quand il y a eu une nationale, c'est-à-dire qu'il y a eu une formation de centaines et des centaines de jeunes sur la pêche artisanale qui ont été dotés de barques, qui ont été formés, qui ont eu des fonds de roulement, qui ont eu des équipements. Et ça a coïncidé à l'époque avec le départ des étrangers chez eux. Mais moi, je me rappelle très bien que le kilo de la courbine était à l'époque à 1800, à 1700. Mais je suis triste de constater que quand ce sont des compatriotes qui ont pris le créneau, quand il y a une mauritanisation, automatiquement le kilo de courbine a sauté vers 4000 ou 3500. Alors je me demande, le patriotisme, il est où? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des étrangers qui sont beaucoup plus efficaces et qui sont surtout moins chers pour notre cagnotte? Donc ça aussi, moi je crois qu'il ne suffit pas d'avoir les financements, il ne suffit pas de... C'est très bon qu'il y ait cette ambition présidentielle. Écoutez, je veux bien que vous restez chez vous, c'est votre pays, nous sommes prêts à vous former, nous sommes prêts à vous aider, ça c'est très bien. Son Excellence le Président de la République est dans son rôle de président, de père de la nation, il est dans son rôle. Mais il y a aussi un travail à faire au niveau des mentalités. Il faudrait que les jeunes acceptent de travailler, s'investissent dans les créneaux, mouillent les chemises, au lieu d'émigrer ailleurs pour aller faire le plongeur en Espagne ou c'est pas mal de videurs quelque part, ils peuvent bien le faire ici. Oui, tout cela, évidemment, a besoin d'un accompagnement. Les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Et je pense que les structures publiques qui sont en charge de l'accompagnement des jeunes. Je vois même que le Conseil national de la jeunesse s'y met. Il travaille beaucoup sur la question du contenu local en ce qui concerne l'exploitation du gaz. Et ils font des formations pour amener les jeunes à aller. Donc tout cela s'est fait. Vous savez, les réformes, d'une manière générale, elles prennent du temps. Les réformes, par exemple, quand le président Ghazouani est arrivé au pouvoir, on avait une situation qui était le résultat des réformes qui avaient été entamées les années précédentes. Les réformes entamées par la gouvernance actuelle, sous le mandat du premier mandat du président Ghazouani, on les ressent vers la fin et peut-être vers le début du prochain mandat. Parce que le temps que ces réformes conduisent, donc ce délai d'attente est quelquefois parfois stressant pour les gens, mais il est là. Donc la question de la jeunesse sera traitée dans ce cadre. Je crois que nous évoluons. Quand nous parlons d'engagement et de politique aussi pris aussi pour rassurer un petit peu la jeunesse, que ce soit les jeunesses, que ce soit les femmes, les engagements aujourd'hui pris que vous avez déjà, que le gouvernement de la Mauritanie a pris avec BP dans les champs gaziers, les GTA et Birala, et comment cette mise en œuvre aujourd'hui, l'assurance qu'a les Mauritaniens aujourd'hui que ce projet va vraiment bénéficier aux Mauritaniens. Non, d'abord, le président l'a bien dit dans son interview, c'est que nos rapports avec nos partenaires sont fondés sur la confiance, sur la transparence, sur la clarté. Ça, c'est évident. Lorsqu'on a l'impression qu'il y a des retards qui ne nous paraissent pas tout à fait justifiés, ou lorsqu'on pense qu'il y a des écarts en termes de dépenses ou d'engagement, on a une structure nationale, qui est la Société des hydrocarbures, la SMH, qui agit, qui est chargée de surveiller tout cela. Les engagements dont on parle sont essentiellement ceux qui se rapportent au contenu local et à la maîtrise des coûts en général. La maîtrise des coûts d'investissement qui peuvent être quelquefois surévalués, ce qui a un impact sur les revenus dont on pourrait éventuellement tirer, ainsi de suite. Donc je crois que c'est par rapport à tout cela, et c'est tout à fait de bonne guerre qu'il y ait en permanence ce suivi de part et d'autre, parce que la Mauritanie souhaite aussi maximiser ce qu'elle pourrait tirer de cette exploitation au profit de ses populations.
Parce que le président, tout ce qu'il fait, c'est justement pour que les Mauritaniens puissent davantage en tirer bénéfice. Et tout ce qu'il a fait, vous avez, c'est la situation de redistribution la plus importante qu'on ait jamais connue. Ouais. Combien les cash transferts, les programmes, les boutiques ML dont on a augmenté les budgets, les possibilités qui sont offertes aux gens de s'assurer d'être pris en charge par l'État, l'augmentation des salaires ou des retraites. Même pour les jeunes, donc, je pense que voilà, c'est vraiment un président orienté, d'ailleurs il a dit, qui ne pense pas que les chiffres de la croissance à eux suffisent. Ouais. Il faut que les Mauritaniens le ressentent, que tous puissent le ressentir. À travers une redistribution des ressources. Voilà, je voulais parler un peu du projet Moustarbel. Voilà. C'est un projet qui est important. Voilà, entre autres, il a financé des milliers de jeunes. On ne peut pas être exhaustif dans tout ce qui a été fait. En très peu d'années, d'ailleurs le président lui-même n'est pas toujours très content du rythme d'exécution des programmes. Il le dit souvent, il dit non, je ne suis pas content. Pourquoi? Parce que l'ambition qu'il a pour la Mauritanie, c'est que les choses aillent beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Mais en réalité, ce qui a été fait est phénoménal, extraordinaire. Il y a eu beaucoup de choses de faites. C'est vrai qu'il y a eu de retard, mais ça, on connaît la cause. Oui, bien sûr. La Covid, quelquefois, c'est même lié parfois à la guerre en Ukraine. Donc, mais tout cela a permis de voir combien, avec la sagesse du président, malgré ces défis, on est parvenu à franchir ces étapes. Un autre défi de taille, les journalistes en ont parlé, tout à l'heure, Isselmou, vous en avez parlé également, la gabégie en Mauritanie qui peut être un grand frein, ou qui est un grand frein, que ce soit en Mauritanie ou un peu partout dans le monde, face au développement, face à la protection des ressources, face à la protection des jeunes, des femmes, à la protection du pays. Aujourd'hui, comment on se débat avec cette question-là? C'est une question à laquelle le président a répondu. Comment vous voyez un petit peu sa réponse? La gabégie est une agression contre la communauté, parce que quelqu'un s'accapare les biens publics pour lui-même, pour sa famille, pour ses protégés. C'est une privation des droits économiques, sociaux, culturels. L'argent qui devrait servir à des projets qui vont profiter à un dé, à moi, à travailler, quelqu'un se les accapare. Tout ce que je sais, c'est que à l'heure où il y a eu une année comme ça, il y a eu la sortie plus ou moins musclée de l'inspecteur général d'État. On se rappelle à l'époque. C'est-à-dire qu'il avait dit que ceux qui ont été épinglés doivent rembourser séance tenante ou la porte où ils seront présentés devant la justice. Et je sais qu'il y a des limogeages qui sont liés à la mauvaise gestion. Et je sais aussi que c'est de retour à la transparence avec la publication des rapports de la Cour des comptes. On espère bientôt aussi la publication des rapports de l'IGE. Donc ça, c'est une façon de dire nous ne protégeons personne, nous ne couvrons personne. D'une manière générale, il y a une véritable lutte contre la gabégie et la corruption qui est engagée. Mais comme je l'ai dit au début, elle n'est pas engagée dans l'instrumentalisation et dans le tapage, et surtout dans une certaine forme de cynisme que certains gouvernements avaient, c'est-à-dire que, voilà, on médiatise des dossiers pour montrer qu'on lutte contre la gabégie. Non, moi j'ai l'impression que l'approche ici, c'est d'avoir des résultats. Direz-vous, est-ce que cela se ressent aujourd'hui dans le quotidien des citoyens? Oui, selon les estimations, quelques milliards d'Ouguiya ont été ramenés au trésor public. Et, plusieurs personnes épinglées dans la mauvaise gestion sont derrière les barreaux. Et, plusieurs personnes qui sont épinglées dans la mauvaise gestion, et la gabégie, ont des échéanciers pour rembourser. Vous savez, la loi, c'est la corruption, elle le prévoit. Si vous êtes épinglé par... et là, il faudrait qu'on soit très clair. On peut parler de gabégie, ou de mauvaise gestion, ou de détournement quand vous avez été inspecté par un organe de contrôle. Et qui a fait ressortir un rapport d'inspection qui vous a donné l'occasion de vous défendre et qui a établi ses conclusions. Parce que la base de vos réponses n'ont pas été convaincantes, ça a été du blabla. Mais la tendance aujourd'hui que nous avons, que partout c'est la gabégie, partout c'est les détournements, donc je pense que ça ne se justifie pas. On écoute. Mais cette paranoïa, en quelque sorte, se justifie peut-être un petit peu. On voit ça sur les réseaux sociaux, des gens qui sont condamnés comme ça, par des gens comme ça, voilà, donc qui sont stigmatisés, qui sont vilipendés. Non. Vous êtes un gabégiste dans une seule condition. C'est que vous avez eu affaire à un organe de contrôle
qui a épinglé votre gestion. Ou vous avez été amené devant une juridiction qui vous a condamné pour gabegie. Mais avant ça, je vois que dans des réseaux sociaux, potentiellement tout responsable du gouvernement est un gabégiste, est un détourneur. Non, c'est pas ça. Donc moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a des efforts palpables qui sont faits, mais qui sont faits sans tambour ni trompette. Et je sais qu'il y a des milliards qui ont été restitués. Et je sais qu'il y a des hauts responsables qui ont des échéanciers, qui ont été obligés de vendre des maisons pour rembourser, parce qu'ils allaient partir en prison s'ils ne remboursent pas. Et je sais que ça se fait je le répète très bien, ça se fait sans tambour ni trompette. Et ça se fait aussi dans un esprit d'équité et de justice. C'est-à-dire que quand on vous reproche des malversations, on vous donne l'occasion de vous justifier et de vous défendre. Et quand vous êtes épinglé, et quand vous avez ce qu'on appelle, c'est pas de la lettre d'observation, quand vous avez, c'est-à-dire là où la mise en demeure, quand vous avez la mise en demeure, vous êtes obligé de payer ou vous allez en prison. Bon, si les gens, les Mauritaniens n'aiment pas le Vardeha, n'aiment pas le scandale, s'il n'y a pas beaucoup de gens en prison, c'est que les gens, généralement, préfèrent payer que d'aller en prison. Quelle est la politique aujourd'hui du gouvernement face justement à cette question épineuse de la gabegie? Bon, vous savez, la gabegie, c'est du vol. Caractérisé. Et ce qui était autrefois le cas, c'était l'impunité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'impunité. Vous savez, le rapport de la Cour des comptes qui a été publié récemment concerne la période 2019-2022, 2021. Autrement dit, même si aujourd'hui on est à la veille de 2024, les faits et actes posés par les gestionnaires peuvent être à tout moment révisités. Autrement dit, tout le monde doit savoir qu'il n'y a plus d'impunité et que la reddition des comptes est la règle. Alors, ce qui naturellement ne doit pas se confondre avec une sorte de chasse aux sorcières, avant même que la culpabilité ne soit établie par une situation, par un organe spécialisé. Non, un organe spécialisé, mais dans le cadre d'un dialogue, d'une démarche contradictoire. Pas par un blogueur. Une démarche contradictoire où la personne mise en cause peut se défendre et donner ses arguments. Donc, je pense que l'engagement du président de la République contre la gabegie, contre la corruption, ne doit faire l'objet d'aucun doute. Et les faits qui sont posés, les actes qui sont posés, je crois, sont très importants. On n'a jamais connu autant de rigueur dans la lutte contre la gabegie. Des hauts responsables sont aujourd'hui devant des tribunaux pour rendre des comptes devant le tribunal, devant l'histoire, devant les Mauritaniens, devant la justice. Donc il n'y a aucun souci. Et il a clairement dit dans son interview que toutes les personnes mises en cause au terme d'un processus, c'est-à-dire contradictoire dans les rapports définitifs, que toutes ces personnes seront sanctionnées. Ils ont été virés et poursuivis. Seront sanctionnées. Alors, la sanction, elle peut prendre plusieurs formes, mais je crois qu'il n'y a plus d'impunité. Absolument. Ça, tout le monde le sait, et je pense que c'est ce que les Mauritaniens attendent. C'est ce que les Mauritaniens attendent du président de la République. Et il est totalement en phase avec eux sur la question de la lutte contre la gabegie. Parlons d'une dernière question, parce que le temps nous rattrape. C'est la question de l'enrôlement aujourd'hui. Et justement, à la question de nos confrères aussi qui parlaient de certaines voix qui s'élevaient un peu contre cet enrôlement et qu'il n'est pas assez de temps. Et que voilà. Et aujourd'hui, la politique du gouvernement et les efforts du gouvernement ce que fait le gouvernement face à cette situation-là en ce moment aujourd'hui pour l'enrôlement de tous les citoyens mauritaniens, qu'ils soient ici ou à l'extérieur. Vous savez, depuis 2011, quand il y a eu l'introduction du système biométrique, vous savez qu'il y a eu énormément de bouquins à l'époque, il y avait eu des mouvements, il y avait eu plein de choses. Mais ce phénomène est allé en diminuant, en baissant d'intensité. Pourquoi? Parce qu'au fil des ans, des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'enrôlement des Mauritaniens. Il y aura toujours des problèmes au niveau des gens qui ont des problèmes. Voilà, donc, de toutes les communautés. Mais ce registre national biométrique, il ne peut pas continuer à être
éternellement ouvert. Il est ouvert depuis 2011, et nous sommes en 2023. Ça fait 12 ans qu'il est ouvert. Maintenant, en principe, tous les Mauritaniens maintenant sont recensés. Mais avant sa clôture programmée au 31-12, sa fermeture, et il restera ouvert uniquement pour des nouvelles naissances. Ça, parce que voilà, les bébés, il faut les inscrire. Déjà en juillet, le président de la République a ordonné une vaste campagne de sensibilisation qui a été dirigée par le ministère de l'Intérieur, par le commissariat aux droits de l'homme, par le ministère de... Une campagne qui a sillonné toutes les wilayas du pays. Avec cette fois-ci une campagne d'inscription mobile dans toutes les communes, dans toutes les wilayas. Et aussi avec cette fois-ci des facilités. C'est-à-dire que dès que vous avez quelques témoins, voilà. Donc il y a énormément de conditions qui ont été enlevées pour faciliter l'enrôlement des Mauritaniens encore non inscrits. Parce que moi, ce que j'ai compris de la volonté politique, c'est qu'ils pensent qu'enrôler les Mauritaniens est une obligation pour eux, parce qu'elle leur garantit des droits. Ils ne veulent pas priver les Mauritaniens de leurs droits. Donc, je pense que et justement, si d'aucuns trouvent que les conditions ne sont pas réunies, par exemple pour s'inscrire ou pour inscrire, quand on demande des témoins ou quand on demande beaucoup trop d'exigences vis-à-vis de certaines personnes pour enrôler les populations, on parle même d'enrôlement à deux vitesses. Donc ça se voit un petit peu que c'est un peu compliqué. Mais attendez, s'il vous plaît. Ouais. Mais madame, dans cette campagne-là, les procédures ont été simplifiées et facilitées. Dans cette campagne-là, les enrôleurs viennent à la rencontre des populations. Moi, je crois que ceux qui fournissent aujourd'hui de grands efforts pour de grands tapages, pour dire que voilà, il y a des Mauritaniens qui risquent d'être victimes de la patrie, je crois qu'ils doivent au moins investir de l'énergie dans cette campagne actuelle. Accompagner leurs parents, leurs amis, leurs frères, leurs connaissances, pour qu'ils aient... Et si on va dénoncer, on dit, bon voilà, on a amené tel et tel et tel et on n'a pas pu. Vous avez dit qu'il y a des facilités, où sont-elles ces facilités? Mais au moment où il y a cette campagne qui court encore, parce qu'elle va encore durer 2 mois, c'est l'occasion de profiter de cette campagne pour inscrire des Mauritaniens qui ne le sont pas. Parce que nous, il faudrait qu'on soit raisonnable. Les revendications, c'est-à-dire les frustrations et les doléances qui étaient relatives à l'enrôlement biométrique, elles ont baissé. Pourquoi? Parce que les autorités ont été attentives, elles ont suivi. Maintenant, il y a une campagne qui a été ouverte en juillet 2023. Elle ne se termine que le 31-12. L'énergie que les gens dépensent actuellement pour dire, bon voilà, le 30... Non, vous avez encore 2 mois. Peut-être que si les autorités voient qu'il y a encore des absents, que la campagne n'a pas été... Peut-être qu'ils vont encore prolonger. Les autorités ne sont pas là pour créer des problèmes aux populations. Je crois qu'il faut être positif. Il y a actuellement une campagne de sensibilisation dans laquelle des ONG, les autorités, les imams, les leaders communautaires, les partis politiques, tout le monde y est. Donc il faut y être. Il faut que chacun fasse sortir son parent qui n'est pas enregistré. Vienne témoigner pour lui. Et donc il faut qu'on fasse de ça un travail à nous tous. Aujourd'hui, M. Traoré, l'implication du gouvernement, justement, sa politique face à l'enrôlement de tous les Mauritaniens, je veux dire de toutes les communautés. Oui, cette question, effectivement, est parmi l'une des questions d'actualité les plus importantes. Mais j'en sais quelque chose, parce que j'ai été, pendant un temps assez court, président de la commission nationale, c'est la fameuse commission Djombar. Donc j'ai assuré l'intérim de Djombar pendant un temps. Ouais. Donc je savais combien la question était sensible. Lorsqu'on m'a désigné pour diriger cette commission, j'avais pris à l'époque contact avec tous les députés, toutes les personnes qui ont eu à s'exprimer sur la question de l'environnement. Donc j'ai pu tenir compte de leurs observations et faire des propositions pour l'amélioration du dispositif. Je suis heureux aujourd'hui de constater que la démarche choisie est à peu près celle que nous avions à l'époque préconisée. Le président de la République, quand je l'ai entretenu sur cette question, avait dit une chose simple. S'il n'est pas acceptable que des étrangers soient enrôlés dans ce système du biométrique, il est encore moins inacceptable qu'un Mauritanien soit mis à l'écart. Il faut que tous les Mauritaniens aient leur papier. C'était ça, sa position. Il n'est pas normal qu'un Mauritanien ne puisse pas avoir ce papier. Tout comme il n'est pas non plus normal que des étrangers puissent se mettre dans cela.
Voilà sa question fondamentale. Alors, il a dès lors, à l'époque déjà, instruit les gens de mettre en place tout le dispositif qui permet de réaliser cet objectif, que tous les Mauritaniens soient enrôlés. Alors, au plan national, vous avez vu, ils ont créé des commissions un peu partout, au niveau de tous les départements, pour enrôler les populations. Et récemment, ils ont décidé d'envoyer des missions à l'étranger, pour également permettre à nos compatriotes qui sont à l'étranger, quelquefois dans une situation très difficile, parce que n'ayant pas de papier, ils perdent leurs droits, ils ne peuvent pas voyager, ainsi de suite. Donc maintenant, l'État va vers eux pour finalement débloquer cette affaire qui, depuis son origine, avait été problématique pour les Mauritaniens qui étaient établis à l'étranger. Il y a ceux qui ne sont pas en situation régulière par rapport aux administrations étrangères, et qui remplissent les conditions de régularisation, mais dont la régularisation est soumise à la présentation d'un passeport. Or, n'ayant pas de possibilité d'avoir un passeport localement, donc, je pense que cette initiative d'envoyer des missions auprès de nos compatriotes à l'étranger est vraiment une très bonne chose et qui va être fortement appréciée par les Mauritaniens établis à l'étranger. Et moi, j'aurais été à l'étranger, je ne voterai pour personne d'autre que le président Kazoum. Alors, c'est très clair. C'est vraiment parce que tout ce qu'il a fait pour les Mauritaniens à l'extérieur, vraiment, c'est une révolution. Une révolution sage, mais quand même une révolution. C'est pour cela que nous parlons du 31-12, et dans moins de 2 mois, c'est rapide. Et il reste quand même des polémiques, et voilà. Donc je pense peut-être, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, aujourd'hui, pour assurer justement à ces Mauritaniens, je ne parle pas des étrangers, je parle des Mauritaniens qui soient ici ou qui soient à l'extérieur, pour aujourd'hui une certaine assurance qu'ils vont être enrôlés et qui vont bénéficier de leurs droits. Les informations que nous recevons, les informations que nous recevons, parce que bon, j'ai quitté ce dossier, mais je reste toujours près de cela, je suis un peu comme tous les dossiers que j'ai déjà suivis, j'essaie de rester à jour, c'est que les opérations se passent bien. Évidemment, il y a cette pression, parce qu'il y a tout le monde qui vient en même temps, mais globalement, le rythme est un bon rythme et les conditions sont acceptables, parce qu'on implique les imams, on implique les notables, parce que sans vous interrompre. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Sans vous interrompre. Et cela dit, je crois que l'État propose, voilà, a fixé un deadline, c'est le 31-12. Au 31-12, la situation sera évaluée, peut-être même avant, et puis on avisera, on verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais il est important d'avoir présent à l'esprit l'instruction du président de la République qu'aucun Mauritanien authentique ne soit laissé sur le bord. Il faut que tout soit enrôlé. Le président de la République a donné une très bonne indication. Sans vous interrompre, je voulais juste appuyer ce que vous dites, parce qu'il a donné les chiffres de 238 000 Mauritaniens, déjà recensés dans le cadre de cette nouvelle campagne qui a débuté au mois de juillet. Le président de la République a fait son interview début novembre, non? Début novembre. Donc il restait encore 2 mois, donc peut-être que ça va augmenter. Donc il y a une volonté réellement d'aider les... justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que les gens aujourd'hui qui expriment des inquiétudes par rapport à l'apatridie, entre guillemets, il faudrait qu'ils fournissent cet effort-là pour amener des gens qu'ils connaissent qui ne sont pas inscrits. C'est très simple. Les autorités ouvrent les bras, les centres sont là, il y a des équipes mobiles. C'est l'occasion de sensibiliser les gens qui ne sont pas inscrits pour venir s'inscrire. Ou au moins, au lieu de se limiter à faire des déclarations incendiaires, tout ça, de donner la liste des adresses de Mauritaniens qui ne sont pas inscrits pour orienter les autorités, pour que les autorités se déplacent chez elles pour les inscrire. Il y a aussi la question de Mauritaniens qui bénéficient de double nationalité, ou de Mauritaniens qui ont sauté une génération, qui par exemple, ont vécu au Sénégal ou au Maroc ou dans d'autres pays, et qui ont eu la nationalité de ce pays-là, ou qui n'ont perdu en quelque sorte la nationalité mauritanienne. Justement, ça fait beaucoup de questions. Monsieur Traoré vous a bien parlé maintenant de la véritable révolution qui a été opérée au niveau du code de la nationalité. M. Traoré en a parlé tout de suite, en disant que maintenant, la double nationalité est autorisée par la loi. Elle n'est plus un obstacle. Ça, c'était avant 2002. Avant la loi. Avant la loi, c'était, voilà, quand vous prenez une nationalité étrangère, vous perdez la vôtre.
Mais non, maintenant, vous pouvez être en binational comme partout dans le monde. Et je crois que cet endroit, on peut être en binational. Oui, je parle plutôt des Mauritaniens qui sont nés à l'étranger, qui ont un petit peu de maman mauritanienne, papa sénégalais. Ça, c'est différent. Ça, peut-être au niveau de... Parce que la mère ne transmet pas la nationalité au regard de la loi. Le père donne la nationalité. Mais ça aussi, compter sur les femmes, elles sont en train de livrer une bataille acharnée pour que la femme transmette la nationalité. Ça, c'est des... Vous savez, l'édifice juridique dans tout pays, il est perfectible. La majorité, nous, par exemple, la loi, c'est les associations. C'est en 2021 qu'on l'a changé. Ce n'est pas parce qu'on voulait ne pas avoir une loi qui autorise le régime déclaratif au lieu du régime d'autorisation. Mais l'évolution législative, ça prend du temps. C'est en 2021 qu'il y a le régime déclaratif. Il faut reconnaître qu'avec le président Ghazouani, il y a une révolution en matière de droits de l'homme également. On a beaucoup évolué. Et ces questions sont traitées comme des questions de droits humains et qui sont... Voilà, comme il t'a dit, ça c'est une question de droits humains. Je suis sûr qu'elle va évoluer un jour. Je suis sûr que la loi va évoluer. Je vais rentrer rapidement. Je vais vous laisser un dernier mot. La régie n'arrête pas de me... Voilà, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Alors, un dernier mot avant de clore cette émission. Monsieur Traoré, nous commençons par vous. Bon, c'est très difficile de partir un peu, on part un peu sur la fin, parce qu'il y a encore énormément de questions qu'on aurait voulu évoquer. Peut-être qu'on aura l'occasion une prochaine fois. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes à la veille de notre fête nationale. Et c'est toujours l'occasion de regarder dans le rétroviseur, de voir ce qui a été fait. Et je peux dire que ce qui a été fait dans les 4 dernières années est, à la limite, beaucoup plus important que ce qu'on avait fait pendant pratiquement les 50, 60 dernières années, en termes, notamment sur le plan social, sur la question de la crédibilité même de l'État, sur la question de la souveraineté alimentaire, où on avance à grands pas. Dans le domaine de la santé, vous savez maintenant, les urgences sont gratuites, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, les prises en charge qui sont... énormément de choses ont été faites. Et le président de la République nous a montré, pendant cette période de Covid, où on a connu cette situation particulièrement difficile, où tous les États étaient en train de réfléchir à des solutions, de concevoir de nouveaux outils, a été très, très performant. Les résultats obtenus ont été salués partout. Alors, moi qui suis du Guy-du-Mara, je connais ma situation, la situation de ma région, et ce que le président a fait en ces quelques années, et sans commune mesure avec ce que nous avons connu depuis très longtemps. Donc face à tout cela, je pense que nous devons tous souhaiter, la diaspora y compris avec tout ce qu'elle a obtenu, souhaiter un deuxième mandat pour le président Mohamed Cheikh Ghazouani. Et que cela relève de l'intérêt de notre pays. Dans les phases ou dans les périodes difficiles, il vaut mieux avoir un homme d'État de son calibre pour nous permettre de relever les défis qui sont des défis grandioses, des défis en termes de sécurité, des défis économiques, avec ce que nous aurons exploité comme gaz et autres ressources naturelles, Dieu merci. Et puis, avec les questions de sécurité auxquelles désormais aucun pays n'échappe. Donc voilà, en gros, je pense que nous devons entamer la marche vers un deuxième mandat. Alors, votre position est très claire, M. Traoré. Alors, M. Isselmou, dites-moi, la question que vous aurez aimé poser au président de la République ce jour-là. Ah, vous me surprenez avec votre question. Vous Cette question, le temps de, oui, voilà, la question vraiment qui est une réponse que, voilà. Voilà, en fait, moi j'ai l'impression qu'ils ont abordé pratiquement tous les sujets. J'ai l'impression qu'en matière de géopolitique, il n'y avait pas de question fondamentale. Le président, grâce à son action, il a pu par exemple ramener la Guinée à l'OMVS, parce que la Guinée avait boudé à un certain moment. Et vous savez, le fleuve Sénégal, il prend ses sources au Fouta Djallon en Guinée, donc c'est important que la Guinée y soit.
Mais j'aurais quand même voulu qu'on pose une question au président, c'est comment il compte faire pour ramener le Mali au G5 Sahel et pour insuffler une nouvelle dynamique au G5 Sahel, parce que le G5 Sahel reste quand même une structure très importante pour nos pays, parce que nous prenons en charge la sécurité et le développement, nous les prenons en charge nous-mêmes. Et nous avons déjà traversé de grands pas sur ça, avec une académie de défense, avec un collège sahélien de sécurité, avec une camaraderie d'armes entre nos forces armées. Ça, c'est abstraction faite de ce qui se passe au niveau de chaque pays. Les pays sont souverains, de la nature des changements qu'ils opèrent dans l'intérieur de leurs frontières. J'aurais voulu qu'on pose au président de la République une question de géopolitique, qu'est-ce qu'il compte faire pour ramener le Mali dans le giron du G5 Sahel, c'est ça. Donc. Et il aurait donné une excellente réponse. On va vous répondre directement en direct. Parce que c'est entre autres des dossiers. Sinon, moi, je termine aussi avec. Maîtrise. Sinon, moi aussi, je termine avec une note d'optimisme. D'ailleurs, je n'ai plus rien à dire parce que mon ami Aruna Traoré m'a pris ce que j'allais dire. Je ne sais pas s'il a aspiré, voilà, mais il a très bien parlé, comme d'habitude. C'est vrai, on est à la veille de l'indépendance, de la 73e anniversaire de l'indépendance. On envisage l'avenir avec un très grand optimisme. Nous allons bientôt être une nation gazière, c'est-à-dire que ça nous permettra de faire baisser le prix du gaz chez nous, il coûte très cher. Ça nous permettra de produire de l'électricité avec du gaz. Donc voilà, le kilowattheure à 59 ouguiya, à 35 ouguiya, on va peut-être songer à faire baisser ça. Et ça donnera des rentrées fraîches en devises dans notre balance de paiement. Ça permettra au pays de se développer davantage. Ça, c'est dans un contexte où la situation était difficile, où on a pu préserver notre pays des vagues qui sont dans la sous-région. Et aussi, nous avons créé un climat d'apaisement, un climat de fraternité, un climat de concorde que nous devrons maintenir, qui est aujourd'hui notre force que nous devrons maintenir, parce que des puissances étrangères ou des ennemis de l'unité de notre peuple et de la cohésion sociale de notre peuple peuvent souffler sur des braises, parce que chacun de nous a une corde sensible. Je crois que le plus grand capital que nous avons aujourd'hui, c'est cette cohésion sociale, c'est cette unité nationale, qui malgré les contradictions, malgré les différences, malgré certaines hostilités, on veille à ce cordon ombilical qui nous tient, on veille à cette corde. Donc il faut qu'on tienne à ça, parce que dans quelques mois, les perspectives sont prometteuses. Donc, il faut surtout un président qui tient à cela. Voilà. Parce que c'est ça donc, qui est déterminant. Dans la situation actuelle, c'est le président Ghazouani qui a insufflé cette dynamique d'apaisement, cette dynamique de tranquillité, cette dynamique de respect de la différence, et de respect des autres, cette dynamique aussi de réalisation, cette dynamique qui fait que nous sommes aujourd'hui optimistes, que nous dormons tranquillement et que nous pensons à un avenir meilleur. Merci beaucoup, messieurs. Chers téléspectateurs, nous avons tenté tant bien que mal de brosser un petit peu les questions et les réponses de cette interview du président de la République, Mohamed Chérif Ghazouani. Merci beaucoup à monsieur Aruna Traoré, qui est chargé de mission à la présidence de la République. Merci également à mon cher confrère, monsieur Isselmou Salehi, journaliste. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle aussi qui nous ont accompagnés et soutenus, et la régie. Nous nous excusons pour ce retard également. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonne soirée. On n'était pas pressé de vous quitter.